Amis de la Terre, bonjour. Alors aujourd'hui, quand je parle de la Terre, je ne parle pas de notre pauvre planète que l'on martyrise bien, mais de la Terre, on veut dire dans la notion électrique, et en particulier de la connexion que l'on doit avoir généralement dans toutes les habitations, par exemple avec la Terre, ce fameux fil jaune-vert que beaucoup d'entre vous connaissent. Et cette Terre est un élément très important, je vais le rappeler, de la protection, même si elle a des fois d'autres utilités, mais enfin bon. Le but ici de cette vidéo n'est pas de rappeler toutes les utilisations et les avantages d'avoir une connexion de terre, mais de juste revenir un petit peu aux fondamentaux. Alors pour ce faire, comme à mon habitude, je vais utiliser ma petite ardoise magique. Alors juste un petit rappel très rapide de la Terre, on va dire, dans sa notion de protection dans nos installations électriques. Généralement, nos prises ont deux connexions, une qu'on appelle le neutre et l'autre qu'on appelle la phase, qui sont reliées via un disjoncteur dit différentiel sur la source de tension, c'est en gros le secteur, votre fournisseur d'énergie, et on a ici la fameuse prise de terre. Je rappelle que très rapidement, le principe, il est le suivant, c'est que ce disjoncteur disjoncte si la différence de courant qui sort d'un côté et qui rentre de l'autre, en gros, dépasse une certaine valeur. Par exemple, le fameux 30 mA. Et pourquoi ça protège? Parce que justement, je rappelle que si vous avez ici un petit bonhomme qui, par définition, est lui aussi relié à la Terre, touche ici la phase, une partie du courant ne passera plus par le neutre, mais passera par le dit petit bonhomme. Et à ce moment-là, il y a moins de courant qui reviendra ici, vu qu'une partie ici, par exemple, ici, il sort, j'ai 1 ampère, mais qu'il y a 0,5 ampère qui passe ici, on voit bien que la différence là sera très grande. C'est ça qui protège, dans la mesure où on part du principe qu'ici, que le neutre est aussi relié à la Terre. Bon, je vous ai déjà parlé de toutes ces histoires de régime de neutre et ainsi de suite, donc je ne vais pas vraiment y revenir, mais c'est juste pour rappeler l'importance d'avoir une bonne... Alors ici, le point qui va nous intéresser, c'est qu'on dit ici que c'est relié à la Terre. Dans la réalité, c'est relié de façon imparfaite, il n'y a jamais de liaison parfaite. Donc on peut ici schématiser par une résistance ici, qui est réellement à la Terre. C'est-à-dire que là, on a un système de terre, un piquet de terre, un grillage, enfin n'importe quoi qui fait la connexion avec la Terre. Et là, on a la fameuse résistance de terre. Et dans la réalité, le système, il est comme ça. Alors, pourquoi cette résistance de terre, elle est importante? On va faire un exemple très simple, qui est basé sur la loi d'Ohm, qui montre en fait quelle est la tension maximum qu'un petit bonhomme ici peut avoir en cas de pépin. Imaginons qu'à un moment donné, il y a une fuite ici entre la phase et la Terre. Donc la tension à ce point-là va un petit peu augmenter. Par exemple, ce point-là, on peut admettre, généralement ce qui est relié à la Terre là, ça va être le boîtier d'une machine à laver, par exemple. Donc normalement, il est bien relié à la Terre, via la connexion de Terre, qui elle-même est reliée donc finalement via ici cette résistance de Terre. Donc imaginons qu'il y a un moment ici, il y a une fuite. Quelle est la tension maximum que je peux avoir ici, avec, qui ne va pas dépasser quelque part 30 mA, vu que c'est ça qui ferait sauter, on va dire, le différentiel. Donc imaginons dans un premier temps que ma résistance de terre, elle est de 10 ohms. Si j'applique la loi d'Ohm, on s'aperçoit que si ici, la tension dépasse 0,3 volts, à ce moment-là, le courant ici qui passe sera de plus de 30 mA, et ça va faire sauter le différentiel. Ça veut dire que la tension ici, sur le boîtier de ma machine à laver, ne dépasse pas 0,3 volts. Donc pour un être humain, qui lui-même est supposé être à la Terre, on va dire, 0,3 volts, c'est pas dangereux. Mais mettons maintenant que ma résistance ici, elle soit bien plus mauvaise, elle soit de 1000 ohms par exemple, 1 kilo-ohm. À ce moment-là, la tension efficace, elle est de 30 volts, ce qui fait déjà du 42 volts crête. À ce moment-là, c'est plus tout à fait la même histoire. C'est-à-dire que le petit bonhomme ici, s'il touche le boîtier de la machine à laver alors qu'il y a une fuite, il va être exposé, on comprend, une tension qui est plus grande. Et à la limite, si lui, sa résistance, et la résistance du bonhomme, c'est-à-dire par rapport à la Terre, devient plus faible que la résistance de Terre, il y a plus de courant qui passera dans le bonhomme. Et si maintenant, on passe à une résistance de Terre très mauvaise de 5K, là, on s'aperçoit que la tension est de 150 volts efficace. Ça devient énorme. Bon,
en fait, hein, ce que je veux dire par là, hein, encore une fois, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Hein, je mettrai en commentaire de la vidéo des tas de liens sur des docs qui approfondissent plus ça, si ça vous intéresse. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Bah, on comprend que la résistance de terre, ici, doit être le plus faible possible. Plus elle sera faible, mieux ça sera. Alors, il y a différentes normes. Hein, pareil, hein, je vous mettrai ça en commentaire de la vidéo. Mais en gros, on part du principe que l'idéal, c'est que la résistance soit au moins inférieure à 100 ohms, mais si possible, même moins. Je veux dire, voilà, généralement, même quand, d'après les docs que j'ai lus, on considère que ça doit être inférieur à 50 ohms. Après, plus elle sera basse, mieux ça sera. On comprend bien que c'est une partie, on va dire, inhérente de la sécurité d'une habitation. Alors, je rappelle que très souvent, la façon dont c'est fait, je veux dire, dans les habitations, c'est qu'on a ici le tableau électrique avec tous les disjoncteurs et ainsi de suite. Là, on a toutes les prises, par exemple, tous les systèmes qui arrivent avec des fils de terre, le fameux fil jaune-vert, qui sont généralement regroupés ici. Ensuite, là, la terre, elle arrive éventuellement, on va en parler, sur ce qu'on appelle les équipotentiels ici. Et là, généralement, il y a une barrette qu'on peut monter éventuellement pour justement faire des mesures. Et là, il y a la terre proprement dite qui peut être faite de piquets, de cuir, d'acier galvanisé, de grillage, de fouilles, de tout ce qu'on veut. Et l'idée, donc, c'est que la résistance, on va dire, de cette terre, hein, qui est en fait la résistance de terre équivalente qu'on peut voir ici, soit la plus basse possible. Mais comment on le fait pour le mesurer? Ça va être là, en fait, justement, tout le problème. C'est que si on veut s'assurer qu'elle soit faible, il faut pouvoir la mesurer. Alors, pour mesurer ça, il y a des différents systèmes. Hein, généralement, on appelle ça des telluromètres, par exemple. Et depuis longtemps, il y a des systèmes qui font avec des fils, avec un système de piquets de terre et ainsi de suite, qui est, ma foi, assez contraignant. Alors, depuis quelques temps, on voit arriver sur le marché des pinces qui ressemblent à des pinces ampérométriques, hein, qui permettent, en mettant ici la pince autour de cette connexion de terre, de mesurer la résistance. Alors, ces pinces, comment elles fonctionnent? Ces pinces, en gros, c'est des pinces qui sont comme des pinces ampérométriques, mais avec en plus une pince générateur. Donc, en gros, ces pinces, elles sont constituées de deux bobines. Une bobine qui est la mesure du courant, et une bobine excitatrice, on va dire, qui envoie de l'énergie dans le fil. Et quand on a ici un circuit, donc potentiellement fermé par une résistance, quand c'est bien calibré, la bobine excitatrice fait passer un courant dans cette boucle qui est mesurée par la pince ampérométrique et après, par calcul de la loi d'Ohm simplement, on arrive à déterminer la résistance. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et en fait c'est très très pratique. Alors bien sûr, on voit bien que pour qu'un tel système fonctionne, il faut que le circuit soit fermé, sinon il ne peut pas fonctionner. Alors quels sont les cas de mesure justement? Ça veut dire que là, quand on a son panneau électrique, là, éventuellement, on va en parler, donc ces fameuses liaisons équipotentielles, ici, la fameuse barrette de terre et la terre. Donc pour mesurer la résistance de terre, ce qu'on peut mettre, justement, c'est en gros entourer la barrette là par la fameuse pince de mesure et pour mesurer. Mais si on fait simplement ça, c'est pas dit que ça fonctionne. Pourquoi c'est pas dit que ça fonctionne? Parce que là, les terres, elles sont reliées par exemple à toutes les terres des prises, là, voilà, de toutes les prises, mais on voit que le circuit, il n'est pas fermé. Donc, dans un cas comme ça ne peut pas fonctionner, ce genre de prise. Ça ne marchera pas. Alors, comment on fait pour mesurer? Si, en gros, ici, il n'y a pas de liaison avec d'autres terres, il faut forcément relier ce point-là, par exemple, à une terre que l'on considère comme le meilleur possible. Le temps de la mesure, voilà, si on a ici une terre qu'on considère, je veux dire, bonne, à ce moment-là, on peut mesurer la résistance de la terre, on va dire comme si celle-là, on sait qu'elle est très faible, la mesure ou la résistance qu'on va mesurer ici, ça sera bien cette résistance-là plus celle-là, plus la résistance des fils. Donc si on a une idée de cette terre-là et de la résistance des fils, là on peut avoir une idée. Alors après, il y a un autre cas qu'on arrive assez souvent, c'est le cas où en fait il y a plusieurs terres reliées en parallèle, où on veut en vérifier une. Tout à l'heure, hein, ce que je vous ai dit, comme ça, on a le tableau électrique, là. On a ici, éventuellement, ces fameuses équipotentielles, là, qui derrière, là, il y a la barrette de terre, et puis ici, il y a la terre que l'on veut mesurer ici.
Or, ces systèmes équipotentiels, on essaie de relier entre elles par un conducteur, je veux dire tous les systèmes qui peuvent être reliés à la Terre. Dans une installation collective, il peut y avoir plein de terre. Dans une maison, il peut y avoir des choses comme l'armature des bâtiments, comme les tuyaux de chauffage central, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans ce genre d'installation, on va avoir ici plein d'autres terres, voilà, avec elles-mêmes des résistances de terre, hein, qui sont toutes reliées ici à la Terre. Mais l'idée, c'est qu'on part dans ce genre de mesure sur le fait que l'ensemble de ces résistances-là, d'abord, elles sont toutes en parallèle, donc elles sont relativement faibles par rapport à celles que l'on veut mesurer. Ce qui fait que si on mesure à cet endroit-là avec la pince, normalement, on aura quand même une idée relativement bonne de la résistance un petit peu totale en fait du système. De toute façon, si ici on mesure une résistance élevée, ça veut soit dire qu'ici c'est élevé, soit que celle-là est élevée. Enfin voilà, ça donne comme une idée de tout le système. Mais ça ne marche bien sûr que, comme j'ai dit, si la pince là, elle est quand même reliée sur un circuit qui est fermé, hein, sinon ça ne marchera pas. Alors il reste une troisième possibilité, si on veut vraiment mesurer dans l'absolu une résistance de terre, c'est-à-dire qu'ici j'ai une terre, on va l'appeler X, voilà, donc je veux mesurer la résistance, donc Rx, hein, voilà, comme ça, de la terre. À ce moment-là, il y a une méthode très simple, mais qui est un peu plus contraignante, c'est que je plante deux autres piquets de terre, qui sont pas forcément très bons. Voilà, bon, enfin, voilà, je les plante, je mouille un peu le sol, je monte mes deux piquets, et ici, je vais appeler le point A et le point B. Si derrière, je mesure avec la pince la résistance entre je vais dire celle-là, donc on va dire entre X et A, hein, quelque part, voilà, donc hein, ces points-là, je rappelle qu'ils sont reliés à la Terre, hein, ici. Après, je mesure ici entre X et B, et je mesure ici entre A et B, voilà, hein, sachant qu'ici, il y a aussi des résistances que je ne connais pas, mais après, grâce à une formule simple hein, que je vous mettrai en commentaire, eh ben, on peut en déterminer là de façon très précise la résistance Rx. Donc de toute façon, vraiment on veut mesurer la résistance en un point, c'est cette méthode là que l'on peut utiliser. Alors il existe en effet sur le marché hein, plein de modèles de telles pinces ici, hein, et ça fait longtemps que j'ai des demandes hein, de certains d'entre vous pour justement déjà expliquer un peu comment ça marche et en montrer une. Donc là j'en ai trouvé une sur Banggood que je vais vous présenter, donc c'est le FR2000A Wurz, je sais pas trop comment on prononce ça, et bah voilà, je vous propose de la regarder hein, ensemble, et de faire aussi quelques mesures avec. Alors c'est parti, donc là je l'ai reçu, hein, voilà, donc, on va la découvrir ensemble, j'ai reçu voilà ce carton ici, hein, fermé par un scotch, et à l'intérieur duquel on a une mallette en aluminium. Voilà, qui, comme on peut le voir, est dans un protégé par ce plastique à bulles. Donc voilà, on se retrouve avec cette belle mallette de protection hein, qui m'a l'air assez costaud, avec les coins renforcés et tout. Comme c'est un appareil de terrain, je pense que c'est assez intéressant, voilà, qu'on peut voir, c'est vraiment très bien protégé par la mousse. Donc à l'intérieur, on a la pince en question, qui ma foi est assez lourde, hein, on va la regarder plus en détail. Alors c'est livré avec des piles, donc voilà, ça s'alimente avec 4 piles AA de 1,5 volts, donc on va commencer par mettre les piles. Ensuite, c'est aussi livré avec, alors là la notice qui est livrée avec, manifestement, elle est en chinois, donc ça aide pas vraiment ma foi, mais on la trouve en anglais. Donc voilà, il y a un certificat de calibration. Et on a aussi ce petit PCB là qui permet en gros de calibrer et vérifier. Voilà, sachant que, comme on peut le voir en fait, dans ce PCB, si on regarde bien, c'est deux boucles qui correspondent justement à un circuit fermé avec des résistances. Je crois qu'il y en a une de 1 ohm ou 10 ohms, si je me rappelle bien. Voilà, 1 ohm et 10 ohms. Et voilà, ça permet de calibrer la pince et de vérifier son bon fonctionnement. Puis, a priori, il y a aussi, tiens, voilà, il donne un stylo en plus. Donc, on va mettre les piles et voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon, voilà, bon, pour mettre les piles, c'est très simple. Hein, comme on peut le voir, il y a un capot ici avec deux vis. Vis qui sont ici mis dans des inserts. Hein, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein, ça veut dire que c'est pas directement vissé dans le plastique. Hein, qui généralement, ça fait des trucs qui se font assez vite. Puis voilà, c'est très classique. Hein, de mettre ici les piles, là ça pose pas de problème. Bon. Là, donc les piles qui livrent, c'est des piles standards, hein,
Mais voilà, c'est de la pile AA. Rien n'empêche, je pense, éventuellement même de mettre des piles rechargeables si on veut. Donc voilà, finalement, l'appareil qui, ma foi, est relativement lourd. Alors si on ouvre ici la mâchoire, on voit très bien les deux circuits magnétiques, celui de mesure et celui d'excitation. Donc ensuite, bah, c'est assez simple, hein, voilà, on a ici ces boutons-là, et ici un bouton Hold qui permet, quand on fait la mesure, de la mémoriser, si on veut, hein, c'est aussi simple que ça. Alors, il faut savoir que cette pince, elle existe avec plein de différentes options. Celle-ci ne fait que la mesure de la résistance. Il existe un modèle C qui, en plus, permet de mesurer le courant comme une pince ampère-métrique, on va dire, ce qui permet éventuellement de voir le courant qui passe dans la prise de terre. Mais ce modèle-là ne le fait pas. Il y en a d'autres aussi qui ont aussi une horloge qui permet éventuellement, on fait des mesures, de les mémoriser, l'heure de la mesure. Mais voilà, ça, là, ici, le modèle que je vous montre, c'est un modèle simple qui ne fait que ça. L'utilisation est très simple. Voilà, on met en route, donc il y a un test de l'affichage. Alors, ils disent bien qu'au moment de la mise en route, il faut bien que la pince soit fermée. Donc là, elle affiche OL. OL, ça veut dire, en gros, résistance au-delà de ce qu'elle peut faire. Et donc, si on utilise la boucle de test, hein, par exemple là, sur 10 ohms, hein, comme on voit, il suffit de mettre ça autour. Et on voit que ça affiche 10 ohms. Voilà. C'est simple que ça. Là, si je mets 1 ohm, voilà, on voit que ça affiche 1,1 ohm. Donc il y a cette erreur, mais enfin si on regarde les spécifications, ils disent bien que sur cette gamme-là, il peut y avoir jusqu'à 1 digit d'erreur, donc je veux dire, c'est pas anormal en soi. On peut fixer une valeur d'alarme, ce qui fait qu'on mesure si on n'est pas dans, je veux dire, dans la limite qu'on a mis en alarme, bah ça fait un bip. Et on peut aussi mémoriser, voilà, un très grand nombre de mesures, si on veut. Donc voilà, c'est aussi simple d'emploi, hein, sachant que si on oublie de l'arrêter, je crois au bout de 5 minutes, il s'arrête tout seul. Enfin voilà, comme on peut le voir, c'est d'un emploi très simple. Ce que je vous propose aussi, on va faire ici une petite manip avec l'oscilloscope pour regarder à quelle fréquence il mesure et voir un petit peu justement comment ça fonctionne. Bien, donc pour faire une mesure, c'est très simple, hein, j'ai pris ici mon shunt de 1 ohm, hein, voilà, j'ai fait ici une boucle. Aux bandes de mon shunt, je mets ma sonde d'oscillo. Si on regarde la pince, elle affiche bien 1 ohm, hein, 1 ohm 0,0, ce qui, ma foi, est tout à fait correct, hein, vu que c'est la valeur ici de la résistance. Et si je regarde ici sur l'oscilloscope, voilà, on peut voir une onde sinusoïdale, hein, aux bornes du shunt qui, si je règle bien mes curseurs, là à peu près, voilà, je vais mémoriser pour avoir un affichage plus stable, fait à peu près 1,5, 1,6 kHz. Donc voilà, ça mesure à une fréquence qui est relativement plus élevée que la fréquence du secteur, bien sûr, hein, de façon justement à ne pas prendre en compte des éventuels courants secteurs qui pourraient y avoir dessus. Et là, voilà, si on mesure la tension pic-to-pic, là, voilà, on voit qu'on a 60 millivolts, crête à crête. Si on fait un rapide calcul, elle fait à peu près 21 mA efficace de mesure de courant à l'intérieur. Donc bon, voilà, on voit comment ça fonctionne. Alors d'ailleurs, on peut regarder si je passe ici mon shunt en 0,1 ohm, est-ce que ça change? Donc là, elle s'est arrêtée la pince, là, donc je vais la remettre en route. Je règle mon shunt sur 0,1 ohm. Voilà, donc je repince mon fil. Faut toujours faire attention quand on la démarre, qu'elle soit bien, je veux dire, fermée et sans fil à l'intérieur. Là, on voit qu'elle m'affiche bien 0,1 ohm avec un digit, hein, ce qui reste dans ses specs. Et on peut voir que dans un cas comme ça, voilà, l'amplitude aux bornes reste la même, hein, ce qui fait que, bah, en fait, ça veut bien dire qu'il ajuste sans doute sa puissance d'émission en fonction. Bon, alors que penser de cette pince? Ben, ma foi, cette pince, j'en pense plutôt du bien. Ce qu'il faut toujours savoir, hein, c'est que si vous regardez chez les grandes marques, genre Fluke, Chauvin Arnaud et tout ça, ce genre de pince, vous ne trouverez rien à moins de 1500 €. 1500 €, c'est quand même un investissement, je veux dire, très important, et qui de toute façon n'est certainement pas justifié, on va dire, pour un amateur. La pince que je vous montre là, elle coûte 146 € à peu près pour compris. Il est quand même 10 fois moins cher, et comme on peut le voir, enfin, de tous les essais que j'ai fait, les mesures que j'ai fait, elle est tout à fait dans ses specs et fonctionne très bien. Donc ça permet quand même, encore une fois, hein, grâce à nos amis chinois, d'avoir des produits qui sont quand même beaucoup plus accessibles. Maintenant, 146 €, ça reste quand même cher pour un appareil qui est quand même très très spécialisé pour la mesure de la Terre. Donc honnêtement, si vous êtes juste un amateur, je veux dire, voilà, vous ne faites pas de l'électricité souvent, vous n'êtes pas électricien,
c'est bien d'avoir cet appareil. Maintenant, ça fait quand même un peu cher et ça va être un peu difficile à amortir. Donc c'est plutôt un appareil pour moi qui est intéressant pour soit des gens qui travaillent souvent dans l'électricité, soit plutôt des professionnels. Ça peut vous permettre voilà, d'avoir quand même un appareil de mesure pour un investissement quand même, voilà, en gros 10 fois moins cher, on va dire, que modèles de grande marque. Alors peut-être que les modèles de grande marque sont meilleurs, ils font peut-être plus de fonctions. Enfin voilà, pour juste mesurer la Terre, moi, cet appareil-là, jusqu'à présent, je n'y ai pas trouvé de défaut. Je lui donne vraiment une très bonne note, 17-18, parce que bon, en même temps, on voit qu'il est bien présenté dans cette mallette. Bien sûr, cet appareil-là, il faudra faire quand même attention à bien garder les mâchoires propres. C'est vraiment très important. Ils disent bien que c'est hyper important aussi qu'on le met en route, de rien pincer, que en gros les mâchoires soient vides et bien correctement fermées. Et à ce moment-là, voilà. En même temps, on peut aussi noter la grande facilité d'emploi de ce truc. Bon, comme d'habitude, hein, je mettrai toutes les informations en lien si ça vous intéresse. Alors j'ai pensé aussi à un truc, c'est que pour un amateur, comme je dis, 146 € dans cet appareil, c'est plutôt cher payé. D'un autre côté, devoir mesurer périodiquement la valeur de sa résistance de terre, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que si par exemple vous associez, vous habitez dans un lotissement, bah, imaginez que vous trouvez 10 voisins qui sont intéressés, bah, à ce moment-là, c'est 146 €, ça fait 14 €. Bah, payer 14 € pour se dire je peux périodiquement, 2 fois par an, voire plus, mesurer la résistance de terre de façon à vérifier que je suis bien en sécurité, bah, je trouve que c'est finalement pas cher payé. Ce qu'il faut comprendre aussi, surtout en ce moment où on a des fortes sécheresses et tout, la résistance de terre dépend énormément, je veux dire, des conditions géologiques et d'humidité. Là, pour info, bon, je l'ai pas filmé, mais j'ai été mesurer la terre de mon labo. Alors, quand j'ai fabriqué mon labo, j'ai fait vraiment une super terre et tout. Et là, elle était de plus de 3 ohms. Enfin, vraiment, elle était vraiment très très bonne. Mais en ce moment, il a plu. C'est-à-dire, la terre est relativement humide. Je suis assez impatient, en fait, de la remesurer si on a à nouveau une période de sécheresse pour voir dans quelle mesure ça joue. Mais normalement, elle devrait augmenter. Mais il faut bien sûr que je vérifie qu'elle n'augmente pas dans des proportions telles qui font que, ben, voilà, au pire, je peux être amené à la réarroser. Enfin, voilà. Après, il y a différentes techniques pour le faire. Ce qui est sûr, hein, c'est que, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est quand même quelque chose de très important. Si chez vous, vous avez une mauvaise terre, qui éventuellement peut être même coupée, parce que le fil de terre a été oxydé, abîmé pour X raisons, à ce moment-là, vous perdez un super élément de protection. Et c'est quand même quelque chose d'assez embêtant. Je veux dire, pour tous les appareils qui sont reliés à la Terre, généralement, tout le gros électroménager, les fours, les micro-ondes, tous ces machins-là, voilà, la carcasse est à la Terre. En cas de défaut, de panne, n'importe quoi, vous êtes protégé grâce à ça. Mais cette protection ne sera efficace que si votre connexion de Terre est bonne. Sinon, c'est vous qui allez faire la protection de Terre. Et là, c'est pas le bon plan du tout. Enfin donc voilà pour ça. Ah tiens Maurice, ça va Maurice? Tu te demandes comment je me trouve physiquement? Oh bah moi j'ai un corps de rêve. Hein. Ouais, t'as des doutes? Un corps de rêve, ça veut dire que quand je rêve, j'ai un super corps, ouais. Que Tellurometrius, le démon des mesureurs de terre, vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.